Je crois qu'on a vu l'un des grands prix les plus fournis depuis, allez, au moins 10 ans. De la casse, du drama, des espoirs, des déceptions et surtout des batailles. Bref, c'était vraiment incroyable. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast 5, 5 réactions sur le Grand Prix de Grande-Bretagne 2022 de Formule 1, c'est parti. On commence tout de suite par ce qui a été une inquiétude pendant plus d'une demi-heure, c'est le gros crash impliquant Guan Yu Zhou au départ. Alors, départ moyen de Zhou et de Russell, Latifi qui lui prend un départ assez canon, passe entre les deux et Gasly en fait tente de suivre la manœuvre de Latifi. Comme on n'est plus sur l'impulsion, les différences de vitesse sont un petit peu moins conséquentes, donc passer entre les deux, ça devient plus compliqué pour Pierre. Russell écarte un chouïa à gauche pour commencer à positionner sa voiture pour prendre son virage à droite, le fameux premier virage, et du coup, Gasly freine, tente de s'en sortir, sandwich terminé. Alors du coup, ça envoie Zhou sur le toit, qui va glisser sur l'asphalte jusqu'au bac sans trop perdre de vitesse, et le bac le fait partir en tonneau, et malheureusement, il passe au-dessus du mur de pneus, et part directement dans le grillage. Alors au final, tous les éléments de sécurité ont joué leur rôle, donc c'est plutôt une bonne chose, on va dire. Zhou n'a pas eu de blessure, donc plus de peur que de mal, mais comme le dit George Russell, on a beaucoup à apprendre de cet incident. Alors l'arceau de sécurité qui est installé au-dessus de la tête du pilote, et qui sert d'entrée d'air, on appelle ça la cheminée plus communément, c'est un petit peu effrité on dirait, ou du moins elle n'a pas résisté assez. Si on a pas le halo, c'est la tête de Zhou qui prend et autant te dire que là, c'est tout de suite terminé. Donc déjà, de ce point de vue-là, il y a peut-être un truc à revoir pour la FIA et les crash tests. C'est pas juste une question de choc, mais c'est aussi une question de glisse, entre guillemets, pour l'arceau de sécurité au-dessus de la tête du pilote. Alors l'Alpha est d'ailleurs la seule écurie qui, il me semble, à avoir un arceau droit pointu qui sépare la cheminée en deux. Pourtant, elle a passé les crash tests, donc c'est normalement ok. Probablement que, finalement, c'est peut-être pas suffisant. Alors l'asphalte, c'est bien, ça évite les tonneaux en général, mais quand une voiture est sur le toit, ça devient très dangereux. Et inversement pour les graviers, ça déclenche des tonneaux plus facilement. Alors est-ce que le mur de pneus est assez haut et surtout est-ce que l'espace entre le grillage et les pneus n'est pas un petit peu trop large, là où a atterri Guan Yu Zhou? Alors de base, je suppose que c'est pour les commissaires de piste, mais à des endroits comme ce virage-là, où les voitures arrivent finalement à très haute vitesse en fin de ligne droite, ce serait assez judicieux de ne pas avoir d'espace au final. Je suppose qu'on peut avoir cette configuration d'avoir le mur de pneus, le grillage d'un coup sec sur d'autres circuits, donc c'est peut-être un point d'amélioration pour ce virage-là à Silverstone. Alors du coup, avec Adrien David, dans le garage Alpine, on se disait que c'était un petit peu bizarre qu'on n'ait pas de nouvelles de Guan Yu Zhou, car il a pas pris un choc ultra violent, genre un 200 à l'heure à 0 dans le mur net, point barre. Là, il a fait quelques tonneaux, du gravier, donc pour qu'il se fasse vraiment très mal, c'est assez bizarre. Mais en fait, c'était le temps de le sortir de la voiture qui a pris beaucoup de temps, vu sa position très bizarre, ce qui nous a rendu un petit peu anxieux, je vous l'avoue. Je vous avais fait d'ailleurs une vidéo sur le sujet de la sécurité sur les circuits, il y a un petit moment d'ailleurs, donc n'hésitez pas à aller la voir. Juste pour terminer, le halo a sauvé une autre vie en Formule 2 cette fois-ci sur un carton entre Nissany et Dennis Hauger. Alors, le halo n'est plus un débat, ça on est d'accord, mais moi ça me pose une vraie question. On n'avait pas autant de moments ultra chauds avant où on s'est dit à chaque fois genre ouais merde, là on n'est vraiment pas passé loin du drame. Du coup, est-ce que de manière générale, les pilotes prennent plus de risques qu'avant? Est-ce qu'ils sont moins conscients du danger qu'avant? À vous de me dire, je me rends pas compte dans les commentaires, mais je trouve que en ce moment, on remercie beaucoup trop de fois le halo, alors que j'aimerais qu'on le remercie pas du tout, ou qu'on remercie pas la sécurité en règle générale, parce que ça veut dire qu'il y a eu un crash, entre guillemets. C'est un peu, je sais pas si vous voyez le cheminement. Deuxième réaction, on va parler de celui qu'on repérait de très loin grâce à sa casquette jaune fluo. On va parler de Lewis Hamilton. Très stylé d'ailleurs la casquette jaune, on va être honnête. Alors on s'était dit qu'il fallait peut-être se méfier des Mercedes, que ça pouvait revenir, parce qu'ils avaient apporté énormément d'améliorations sur leur voiture, et que sur un malentendu, une course un petit peu folle, ça pouvait jouer pourquoi pas la victoire. Bon alors moi j'avais parié sur George Russell, et c'est un petit peu dommage, parce qu'au premier départ, c'était arc-en-ciel pour les pneus. Il y avait un petit peu de tout, partir en hard pour George, ça pouvait nous régaler sur jouer une stratégie un petit peu bien décalée pendant que Verstappen partait en soft pour tenter de sauter Sainz au départ. Bon alors il s'avère que les hards n'étaient pas si ouf que ça, mais par contre la Mercedes et Lewis Hamilton avaient un rythme de fou furieux. On voyait que ça enchaînait meilleur tour après meilleur tour, ça rattrapait les clowns rouges devant, vous inquiétez pas, on va en reparler. Bref, juste d'un point de vue performance pure, Mercedes a entre guillemets un peu recollé à Red Bull et Ferrari. Ils ont moins de problèmes, ils ont en partie résolu ces problèmes-là, mais ils disent qu'ils n'ont pas encore débloqué toute la performance de la voiture, on peut les croire.
il y a encore des progrès à faire. Alors dire que Mercedes a joué la win à la régulière, on peut dire oui et non en fait. Alors comme d'habitude, faut quand même quelques circonstances de course pour que ce soit un petit peu plus simple et avoir une chance de jouer la victoire, comme pour la victoire de Gasly ou d'Ocon. Mais il faut être là et il faut faire le taf tout simplement. Et c'était le cas pour Lewis Hamilton ce dimanche. En fait, ils sont juste derrière, mais il va falloir encore aller chercher 2-3 petits trucs, je pense, un petit plus pour aller se battre à armes égales contre Ferrari et Red Bull pour Mercedes. Donc affaire à suivre. Alors à la relance de la safety car, Hamilton s'est un petit peu fait enrhumer par Sergio Pérez. Hamilton a plutôt bien défendu, mais Pérez a été vraiment d'une grande intelligence, tout simplement, pour le dépasser. Il a parfaitement lu ce que voulait faire Hamilton, c'est-à-dire l'emmener à l'extérieur, et du coup Pérez avait prévu d'arrêter sa voiture et de croiser pour le dépasser. Alors derrière s'ensuit une bataille à 3 immense, avec un Alonso et un Norris pas très loin derrière. Hamilton s'est positionné à chaque fois parfaitement à chaque sortie de virage pour avoir la meilleure réaccélération possible, quand devant, ça allait aller au clash quoi qu'il arrive. Pérez d'ailleurs n'a jamais rien lâché, entre défense, attaque dans tous les sens, machin. Honnêtement, c'est un putain de pilote. Je suis désolé de vous dire ça comme ça, mais c'est un putain de bon pilote, quoi. Alors Charles, pareil, sur ses défenses, un petit peu dans le désespoir, il est capable de faire des coups de maître absolument monstrueux, là où Hamilton a su garder la tête froide pour prendre la P3 de manière plus facile et en évitant de nous refaire un remake du crash de l'an dernier à Copse. Je reconnais que j'étais vraiment pas bien. Bref, honnêtement, je vais vous faire une vidéo complète sur cette bataille parce que c'était vraiment trop kiffant. 3 voitures différentes qui se battent avec 2 autres derrière qui aimeraient bien ramasser les pots cassés. Tout ça pour 2 places sur le podium. Je dis oui, 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 oui. Alors, est-ce que cette nouvelle réglementation 2022, elle marche? Bah ouais, elle marche plutôt pas mal, Troisième réaction, on va parler du grand absent finalement de cette fin de course, Max Verstappen, quoique il a quand même brillé dans son combat face à Schumacher. Alors Verstappen a ramassé un débris en sortie du virage 5 dans le début de la ligne droite Wellington, ce qui lui a endommagé un des tunnels sous la voiture, ces tunnels qui produisent 65% de l'appui aéro de la voiture. Alors d'après ce que j'ai vu, c'est peut-être une des pièces d'une des 2 AlphaTauri qui se sont accrochées le tour d'avant, qui aurait paumé ça en repartant. Donc je sais pas si ça a été confirmé, mais c'est ce que j'ai l'impression que c'était. Crevaison, on change les pneus, il avait encore un train arrière hyper difficile et glissant, alors dommage pour Verstappen qui avait toutes les cartes en main pour aller chercher la victoire. La Red Bull avait l'air d'être un petit peu plus rapide que la Ferrari quand on voit un Pérez revenir petit à petit sur Sainz à la fin, quand on voit Verstappen aussi se rapprocher de Sainz au début de course. Bref, la Red Bull avait peut-être l'air d'avoir ce petit avantage en plus, vous me direz ça dans les commentaires. Alors derrière, ça a été le calvaire pour Verstappen, mais même avec des dégâts, la Red Bull reste tout de même hyper rapide, en témoigne le combat de fin de Grand Prix avec un certain Mick Schumacher qu'on n'attendait plus. Alors finalement, c'était le vrai premier combat de Schumacher en Formule 1. C'est hyper intéressant parce que l'approche de Schumacher sur cette bataille montre qu'il débute entre guillemets dans l'apprentissage d'un combat rapproché en F1. Alors, c'est pas une critique mauvaise, bien au contraire, il a été seul toute l'année dernière sur ses Grands Prix, du coup il connaît moins la manière dont il peut faire la course avec un Verstappen, un Charles Leclerc, etc. Alors du coup, il tente des attaques, on va dire basiques, un peu classiques, par l'intérieur, par l'extérieur, croisés, décroisés, où est-ce que ça peut passer, bref, en fait en faisant ça, il prend l'expérience sur comment il peut faire la course avec Verstappen, comment il défend, etc. pour ensuite être en mesure un jour de faire, comme Sergio Pérez, lire son adversaire, lui faire croire à un positionnement sur la piste, pour en faire un autre et dépasser. Course au top de Schumacher, les premiers points qu'on attendait avec impatience, 2 As dans les points, enfin ça fait du bien et en plus ça partait de loin derrière donc top. Et contrairement à ce que vous m'avez dit sur Bottas au Canada, comme quoi ça sert à rien d'attaquer dans le dernier tour et qu'il vaut mieux assurer les points, non, Schumacher lui il a fait l'inverse, il s'en est pas privé, bien au contraire, en plus il était contre Max Verstappen. Donc oui, les pilotes en règle générale ils attaquent quand même dans le dernier tour. Bon alors Schumacher débloque son compteur de points, Verstappen limite la casse surtout avec un George Russell out, les 2 AlphaTauri qui se satellisent elles-mêmes alors qu'elles sont dans les points, mais bon ça c'est un autre problème, Ocon qui abandonne sur un problème de pompe à essence, ça lui permet au petit Max Verstappen de rentrer dans les points, même pareil pour Mick Schumacher. Alors comme d'habitude, si vous voulez arriver premier, premièrement il faut arriver tout simplement, tout court. On dit que les absents ont toujours tort, être absent sur la ligne d'arrivée ça n'y coupe pas. Quatrième réaction, on va parler d'Alonso et de Norris qui pour le coup se sont suivis toute la course et étaient les premiers des autres, donc pour des gros points et si jamais devant ça cassait, on récupérait tout. Alors l'Alpine, honnêtement pour l'avoir vu de super près ce week-end, elle commence vraiment à ressembler à quelque chose de bien, ça progresse depuis le début de la saison, ça on le sait.
Ça loupe de temps en temps des opportunités, comme tout le monde, hein, évidemment. Là où finalement, chez McLaren, ça a été beaucoup plus irrégulier en termes de performance, ce qui est un petit peu bizarre. Au final, sur ce Grand Prix de Grande-Bretagne, c'est assez kiff-kiff, avec, je dirais, un petit avantage pour McLaren en termes de rythme. Sauf que McLaren s'est mis dans une énorme sauce sur ce Grand Prix, c'est qu'ils n'ont pas pité au moment de la dernière safety car et ils ont appelé Norris trop tard au stand. Alonso, lui, il est rentré, la stratégie, elle était carrée, boum, ils ont sauté Norris avant le restart. Du coup, en fait, si ça fonctionne bien pour ces deux pilotes-là, pour les coéquipiers, ça a été plus compliqué ce week-end. Alors, on a l'habitude, malheureuse, j'ai envie de vous dire, de voir un Ricciardo en difficulté, et ça n'a pas coupé ce week-end non plus. C'est franchement dommage, j'ai pas trop d'explications. En revanche, pour Esteban Ocon, ça a été surtout des problèmes techniques qui ont taché un peu tout le week-end. Ils n'ont pas pu faire de longs relais en fin de FP2 parce que ils avaient des alertes sur la tenue de la carrosserie et que s'ils ressortaient, ça fasse un petit peu comme à Bahreïn où ils ont éclaté un ponton de la voiture. En qualif, problème de puissance chez Esteban Ocon qui le met P15 alors que il y avait une Q3 large faisable. Au départ, il se fait prendre malgré lui dans le carambolage du premier virage. On répare la biellette de direction, c'était déjà un miracle qu'il n'y ait pas autre chose qui soit cassé. Pour repartir, donc tant mieux, et problème de pompe à essence pendant la course alors qu'il tenait une solide P7 avec quelques incidents de course devant lui et un bon départ. Bon, c'est comme ça. Bref, chez Alpine, et après je suis probablement biaisé maintenant, mais il y a un vrai potentiel de ouf et une belle progression à faire avec des problèmes de fiabilité à résoudre sur ce nouveau moteur. Rien d'anormal, c'est pareil chez les autres, alors que chez McLaren, on a plus du mal, j'ai l'impression, à tout aligner parfaitement. Et en plus, on a une voiture qui est clairement en dessous avec Daniel Ricciardo. Du coup, Alpine reprend pas autant de points qu'ils auraient pu, 6 petits points d'écart à l'avantage de McLaren, là où chez Alfa Romeo, on vient de prendre un coup sur la tête, sans vouloir faire un mauvais jeu de mots pour le coup, car les deux voitures ont abandonné et pointent désormais à 16 points des Alpines. Donc, petit écart qui vient de se creuser. Allez, on rentre dans le vif du sujet avec cette 5e réaction, ça va finalement peut-être aller assez vite. Les clowns rouges sont de retour et ils sont pas timides parce que là, ils ont chié dans la colle comme des grands. Déjà, alors sachez que je me réjouis quand même incroyablement de la victoire de Carlos Sainz, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Ce n'était pas une question de si, mais de quand elle allait arriver. Elle est arrivée là. Alors déjà, la pole position dans les conditions difficiles et changeantes, bravo, faut la sortir, et ça en dit long sur le coup de volant du jeune homme, donc déjà, top. Sur le premier départ, on va mettre le fait qu'il perde son avantage sur les pneus softs de Verstappen, donc pas de souci. Au restart, en revanche, oui, de la fermeté, du bon tassage, bref, très bien joué de la part de Sainz. Il a montré sur cette action ce petit truc qu'il faut aller chercher pour la victoire. Bon alors Verstappen revient, je sais pas s'il a eu un petit coup de vent ou si c'est la pression, mais petite erreur de Sainz, grosse conséquence. Heureusement la chance est avec lui puisque Verstappen se retrouve avec des problèmes. C'est le reste de la course qui nous intéresse évidemment. Faisons un petit état de la situation. Pérez dans les choux puisque Leclerc a joué un petit peu violent au virage 4, j'ai pas spécialement une critique d'ailleurs à faire là-dessus. Pérez n'avait qu'à mieux fermer la porte ou l'ouvrir un petit peu plus, mais vu qu'il y avait Sainz et Verstappen sur l'extérieur, ça commençait à faire un petit peu chargé en termes de trafic. Je dirais incident de course, rien de plus. Allez, si on veut être un petit peu sévère, on met une réprimande ou un bon avertissement à Charles Leclerc pour dire « Rappelle-toi, c'est pas Destruction Derby 2 ». Ça aurait été peut-être pas mal de faire ça. Bref, donc Sainz P1, Leclerc P2 avec un aileron avant endommagé, plus rapide que Sainz. Verstappen se retrouve loin dans le classement, tout comme Pérez du coup. Et troisième, Lewis Hamilton, qui de base pouvait ne pas faire trop peur comme ça, commence à enchaîner les secteurs violets. Nous sommes donc devant un choix qui est totalement cornélien, tellement la décision ne coule pas de source visiblement. Tu as un pilote qui compte 126 points, troisième du classement général derrière deux Red Bull, qui ont pris le large depuis quelques Grands Prix puisque tu as fait de la merde, et ton autre pilote, 102 points, à 83 points du leader du championnat, actuellement dans la sauce pudding au Grand Prix de Grande-Bretagne. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Je suis paumé, le ciel est-il bleu? Pourquoi les Anglais roulent du mauvais côté de la route? Tellement de questions, comment doit-on gérer cette course? Je vous l'ai dit, quand votre rival est en difficulté, il faut maximiser tellement la performance entre les voitures est proche cette année. Il n'y a absolument aucune raison de ne pas inverser les positions immédiatement. C'est même pas une question de on est tôt dans la course ou pas. C'est pas de savoir si Carlos peut avoir un petit peu plus de rythme ou pas. C'est pas de savoir s'il peut faire un 32.2 ou pas. Verstappen est dans la sauce, Pérez aussi, Hamilton revient. Hop, on inverse les positions. Leclerc, tu parles, Carlos, tu défends. Sinon, mon bro, t'avais qu'à mettre 0,5 par tour à Leclerc, qui a son aileron pété en plus. Point barre.
Bon, finalement, 10 ans plus tard, on swap les positions, Hamilton rentre au stand parce que sinon Leclerc allait s'envoler, et on est reparti, normalement, ça fait gagner Leclerc ça. Safety car jusqu'en Charles sort de Stowe, donc juste ce qu'il faut pour entrer dans les stands, une chatte à la George Russell, visiblement. Non, chez Ferrari, on dit « stay out », vas-y, reste là mon grand, faut garder la position en piste, ça n'a absolument aucun sens pour Charles Leclerc. Alors, il reste une bonne douzaine de tours, donc large de quoi se battre si on perd la position en piste, car si Leclerc s'arrête, Sainz peut rester en piste, ou alors on fait un double arrêt, et Hamilton, quoi qu'il arrive, s'il veut jouer la victoire avec sa performance de voiture, doit rentrer aussi pour des gommes neuves. Mettez cette safety car un chouïa plus tard, genre avec 3-4 tours de course restant sous drapeau vert, oui, Leclerc ne peut plus abandonner la tête de la course et est obligé de rester en piste, mais là, non. Indécision de Ferrari en première partie de course alors que c'est clair comme de l'eau de roche. Décision totalement à l'ouest pour Leclerc en fin de course. Comment se tirer une grosse bastos dans le pied? Un nouvel épisode chaque week-end de Grand Prix par Ferrari. Vous savez c'est quoi le pire? C'est que ça me donne un goût hyper amer de la victoire de Sainz, comme si on voulait la lui donner à tout prix. Fallait que, allez, vas-y, on lui donne la victoire. Ça lui enlève tout le panache. Alors oui, c'est top de voir Sainz sur la plus haute marche. Vraiment, le kiff, y a pas de problème, mais j'ai l'impression que c'est juste pour faire plaisir, sans réfléchir au titre, alors que c'est le bordel depuis quelques courses. Sainz mérite d'avoir une vraie victoire, et je suis sûr qu'il en a les capacités en plus, mais il mérite pas d'avoir un bordel pareil en stratégie. Et Charles Leclerc ne mérite pas non plus ce bordel. Au moins, vous allez me dire, Leclerc nous a sorti le spectacle derrière pour notre plus grand plaisir. Mais putain, quel gâchis. Même pour nous, spectateurs, le championnat, quoi. C'est le moment de recoller à Verstappen. Putain, anime-nous ça jusqu'à la fin de la saison. Dernier Grand Prix, dernier tour. Et qu'on fasse ça bien cette fois-ci. Allez, je vous laisse avec un bonus. J'aurais pu parler de l'accrochage entre Tsunoda et Gasly. Tsunoda qui s'en voulait beaucoup à la radio. De la jolie perf tout de même de Nicolas Latifi ou encore de Vettel. Mais on n'a pas une heure pour tout ça. Par contre, cocorico pour nos Français en catégorie junior avec Isaac Adjar qui gagne le samedi devant Victor Martins. Eh oui, 1-2 pour les Français en FIA F3. Et pour Cher qui fait P2 en feature race le dimanche, je crois, en F2. Bref, des bisous les gars, continuez, vous régaler évidemment. Voilà, c'est la fin de ce Fast 5, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos réactions dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour le Fast 5 du Grand Prix d'Autriche. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.